Bonjour et bienvenue à C'est pas pour tout le monde, le podcast où je rencontre des gens ayant des vies professionnelles hors normes ou peu connues. Les objectifs sont de démystifier les mythes, les préjugés, les tabous, ainsi que faire connaître les différentes réalités vécues par ces personnes. Et cette semaine, je reçois la travailleuse de rue Isabelle Ladouceur, qui travaille pour l'organisme Le TRAC de Pointe-Saint-Charles, le TRAC qui veut dire Travail de rue et Action communautaire. Ensemble, on a parlé de l'organisme, de son impact sur la vie des gens, d'interventions communautaires, des effets de la COVID sur les services, ainsi que la collaboration qu'entretient le TRAC avec Médecins du Monde. Le TRAC soutient les jeunes de 12 à 25 ans dans le sud-ouest de Montréal. Leurs objectifs sont de favoriser leur autonomie, leur prise en charge individuelle, l'adoption de comportements responsables, faciliter leur accès aux ressources institutionnelles et communautaires, promouvoir la recherche sur la situation des jeunes en difficulté et participer à l'élaboration de politiques gouvernementales. Le podcast est enregistré à la microbrasserie Le Boc et Bière, au 50 rue Wellington Nord à Sherbrooke. Et si vous pratiquez un emploi hors norme peu connu, vous pouvez me contacter sur Facebook à la page C'est pas pour tout le monde et ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Sur ce, bon épisode. Tellement eu d'overdose durant le COVID. À cause de ça que le monde sont tout seuls? Ben, c'est à cause qu'ils sont tout seuls? Non, parce que, oui, mais en même temps, c'est que la qualité de la dope était tellement de la boîte. Ah, mais oui, j'ai okay. Les frontières étaient fermées. Ouais, non, c'est ça, ouais. Fait que plus tu restreins... C'est pas Blainville qui s'occupe de ça. C'est ça. Il n'y a pas un lab dans le centre-sud qui fait du cooking pour genre tout le Québec, là. OK. Oui, c'est ça. Ils coupaient avec n'importe quoi. Fait que l'overdose peut arriver assez vite, là. Vraiment plus. Y a-t-il eu des testings, justement, un peu de testing sur la drogue qu'il y avait justement sur le marché durant le COVID pour voir exactement le pourcentage de qu'est-ce qu'il y avait dedans? C'est super compliqué, tester la dope, parce que, tu sais, les testings qu'on a présentement, c'est juste pour détecter si oui ou non il y a du fentanyl ou 10 analogues. Mais le gars qui est venu de réduction de effets, c'est ce qu'il disait, lui, il l'a fait à Shambhala. Puis, tu sais, il dit c'est bon le testing, mais il dit c'est bon pour les données qu'on a. On les a pas toutes, les banques de données, là. Non. Fait qu'il dit, il est là le gros problème. Fait qu'il dit, quelqu'un peut faire une overdose même si on fait du testing, parce que qu'est-ce qui le tue? On l'a pas dans notre banque, banque de données. Puis, ben, tu sais, le spectromètre, en fait, il est pas accessible. Tu sais, moi, j'ai pas un spectromètre dans mon sac, pour tester la dope du monde, là. Puis, y a-t-il une raison pour ça? Ben, parce que, les dérogations ont tellement été compliquées à obtenir pour avoir ce genre de testing-là. OK. Puis là, c'est tout nouveau de, genre, l'été passé, là, que, genre, comme Grippe Montréal a eu enfin... comme le hockey de la santé publique pour faire ce genre de testing-là. Cactus a ensuite obtenu le sien. J'avais vu à Timeless, justement, l'année passée, puis c'est la première année qu'on est là, puis on a des demandes. Oui, mais Vraiment, ça fait une éternité que tout le monde veut, en fait, du testing au spectromètre pour savoir c'est quoi le pourcentage exact de ce que j'ai. Mm-hmm. Mais il n'y en a pas. Shambhala, il me comptait, il dit, je te dirais que la majorité du monde, c'est des sacs de drogue qu'ils avaient trouvés à terre. Ils veulent savoir c'est quoi. Puis tu sais, le monde faisait la file 1h30, 2h. Puis j'étais comme 1h30. Il dit le monde veut savoir qu'est-ce qu'ils consomment. Il dit c'est une légende que le monde consomme qu'est-ce qu'il trouve. Le monde va consommer qu'est-ce qu'ils savent. Mais ils veulent savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Oui. Puis là, j'étais comme ça me surprend, mais je suis content aussi de le savoir. Parce que c'est ça, c'est qu'on a une espèce d'image du consommateur irresponsable, mais parce que en même temps, faut remonter un peu à notre histoire, tu sais, comme tous les mouvements de prohibition, la drogue c'est mal, just say no. Ouais. Le fameux just say no. Fait que tu sais, tous ces mouvements-là ont amené une espèce de culture de comme, la personne qui consomme, c'est le diable incarné, puis mon Dieu qui est irresponsable, on n'a pas besoin de consommer pour être bien dans la vie. Puis là, t'es comme, voyons, toi, tu sais, je peux-tu juste consommer parce que je veux avoir du fun, puis c'est exactement, tout, de manière récréative, ouais. C'est ça, fait qu'on a amené une espèce de diabolisation des consommateurs, puis ça a fait en sorte que comme personne peut tant consommer pour le plaisir, puis ça fait en sorte qu'on pense qu'ils sont tous irresponsables. Oui, évidemment. Mais ça, j'avais déjà lu, je sais pas si c'est vrai, mais j'avais déjà lu ça, que le cannabis, le chanvre, si on veut, est devenu illégal en 1927, je me souviens bien. Parce que, tu sais, le chanvre, tu peux tout faire avec ça. Tu peux construire un bateau sauf la coque avec du chanvre, là. Tu peux vraiment tout faire. Oui, mais tu sais, l'argent américain était imprimé sur du chanvre. Ouais, ça. Et là, les compagnies de
textiles ont commencé à faire tellement moins d'argent parce que, tu sais, en plus de ça, le chanvre, c'est tellement plus dense que n'importe quel plan. Le monde faisait pousser du chanvre chez eux, ils faisaient du linge, tout ça. Fait qu'avec le gouvernement, ils sont arrangés pour rendre ça illégal. C'est pour ça que tous les dessins animés des années genre 30, les années 40, tous les personnages qui prennent du weed sont représentés par le démon. Oui, mais ça, fait que là, les enfants voient ça. Fait que c'est clair que les adultes qui arrivent à 20-30 ans, mais ils voient ça comme le mal, la drogue. Mais là, c'est enlever ça de l'imaginaire collectif, ça prend des années. Bien, définitivement. Puis, tu sais, c'est pour ça que je dis qu'il y a eu tous les mouvements de prohibition. Fait que, tu sais, tous les mouvements américains ultra-catho, qui étaient comme tout ce qui altère le jugement est démoniaque. Ouais, fait que, tu sais, l'alcool, tu sais, après ça a été le pot, puis toutes les autres substances, tu sais, parce qu'on s'entend, là, la coke. Il y en avait dans le Coca-Cola. Ouais. L'héroïne, ben c'était un médicament contre tous les maux. Pendant un temps, jusqu'à temps qu'ils se rendent compte que comme tu peux virer addict. Ouais. Et, fait que... Mais comme le fentanyl, il y en a beaucoup de médicaments en petite dose. Ben absolument. Ça vient de là aussi. Ben oui, mais tu sais, c'est encore utilisé. Comme toutes les IVG, là, les avortements, ça se fait sous fentanyl. Oh ouais. Je savais pas ça. Ben oui. OK. Fait que tu sais, c'est encore utilisé comme médicament. Le fentanyl est utilisé en fin de vie aussi. Fait que les gens vont se mettre des thèmes de fentanyl pour atténuer leur douleur jusqu'à la fin. Ouais. Oui. OK, je savais pas ça. Oui, OK. oui. Est-ce que ça roule, là? Ça roule, good. Ben, bonjour, bienvenue à C'est pas pour tout le monde. Cette semaine, je reçois une travailleuse de rue, Isabelle Ladouceur, qui travaille pour le TRAC. Le TRAC, c'est Travail de rue et Action communautaire. Ça va bien, Isabelle? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. Juste pour mettre un peu les auditeurs, juste leur expliquer un peu c'est quoi, un peu un résumé de c'est quoi les objectifs des travailleurs de rue ainsi que le soutien que tu peux apporter aux gens avec les usagers. C'est tellement vaste comme question. Oui! Mais tu sais, les objectifs, il y en a plusieurs. Mais tu sais, d'abord et avant tout, ça va être de créer des liens avec les populations qui sont un peu plus marginalisées, les gens qui vont être en marge ou en rupture, tu sais, avec les institutions ou la société. Fait que mon premier rôle, ça va être de les rejoindre, d'essayer de créer des liens avec eux. Fait que après ça, tu sais, va découler un paquet d'autres objectifs selon, en fait, ce que la personne désire. Parce que moi, je vais toujours suivre le rythme de la personne. C'est elle qui décide où elle veut qu'on s'en aille, puis c'est elle qui est maître de sa vie. OK. Puis toi, ça fait combien de temps que tu travailles là-dedans? En travail de rue, ça fait 3 ans. OK. Puis c'est quoi ton parcours scolaire que tu as fait? Ben, j'ai fait une technique en éducation spécialisée, puis j'ai fait une certification en toxicomanie. OK. Mais à la base, tu sais, tous les chemins mènent au travail de rue, là, qu'on dit dans mon organisme, parce que j'ai des collègues qui n'ont aucune étude en intervention. OK. Tu sais, ça va être par leur savoir expérientiel, puis leur vision un peu, de l'intervention qui vont se ramasser en travail de rue. Puis tu veux-tu travailler là-dedans sans études? Oui. Sans problème. Ben ça se fait. Je dirais, tu sais, ça se fait de moins en moins, par contre. OK. C'est dû à des contraintes, je vais dire, de nos bailleurs de fonds ou des subventions gouvernementales qui vont exiger des fois une certaine formation. Fait que de plus en plus, les organismes communautaires cherchent des gens qui ont des diplômes, mais il y en a qui engagent encore sans études. OK. Puis tu as travaillé où avant de travailler au TRAC? C'est quoi les jobs que tu as eus? Ben moi, ça fait 10 ans que je suis en intervention. OK. J'ai travaillé dans les institutions en début de carrière, centre jeunesse et tout. Ça, je me suis rendu compte rapidement que c'était pas pour moi. Ah, OK. Mais ça collait pas, en fait, à ma vision que j'avais de l'intervention. Fait que... Mais c'est quoi tu n'avais pas exactement? Y a-tu des points en particulier? J'avais moins de lassitude, le cadre est très rigide. Fait que oui, tu sais, on pouvait difficilement faire place à de l'innovation, essayer de changer les choses, parce qu'il fallait que ça passe par la direction, puis après ça, il fallait que ça aille dans un autre... Fait qu'il y avait comme 1000 paliers avant qu'on arrive à notre idée. Là, OK. Fait qu'à un moment donné, je me suis tannée. Fait qu'après ça, j'ai travaillé... dans le centre-ville comme intervenante communautaire, fait que, pour prévenir l'itinérance, la criminalité. J'ai travaillé aussi dans une ressource intermédiaire, santé mentale, toxicomanie, judiciarisée. Par la suite, je me suis retrouvée à Dopamine, dans Schlager Maisonneuve, puis maintenant au TRAC à Pointe-Saint-Charles. OK. Puis c'est quoi la différence entre travailleur de rue et intervention communautaire? C'est large comme question. Parce que, en fait, qu'est-ce que de l'intervention communautaire?
Ben, c'est un peu ça ma question. Parce que, tu sais, dans les faits, tous les organismes communautaires au Québec font de l'intervention communautaire. Mais, tu sais, quelqu'un qui va travailler dans un comité logement fait de l'intervention communautaire. Mais en travail de rue, moi aussi, j'en fais. Mais on la fait différemment. OK. Tu sais, la personne qui va travailler en comité logement, je vais continuer avec mon exemple, va vraiment aller dans l'information des droits, dans la défense de droits, accompagner les gens, c'est vraiment dans un domaine vraiment spécifique. Mais tu sais, moi, on dit qu'on est généraliste, fait que je peux faire de tout. OK. Fait que tu sais, fait que mon intervention communautaire, c'est pour ça que je dis, elle peut être très vaste. Tu sais, je vais prendre la personne dans son milieu, puis l'accompagner dans son milieu, du mieux que je peux. Fait que ça peut être de l'accompagnement médical à du référencement dans un organisme communautaire du quartier, à une reprise de pouvoir sur sa vie, de peu importe de quelle manière ça se passe. Fait que c'est pour ça que je dis l'intervention communautaire, ça dépend par quel bout tu le pognes. OK. fait que ton rôle au TRAC est très, très large. Très large. Très large. Tu touches un peu à tout. Oui. Puis avec quel genre de clientèle tu travailles? Puis dans quel lieu aussi que tu rencontres ces gens-là? Ben, je travaille pas avec des clientèles, je travaille avec des personnes. Avec des personnes, oui, c'est vrai. C'est mon erreur. Fait que je peux travailler avec, en fait, toutes les tranches d'âge. Fait que moi, c'est du 0 jusqu'à la mort. OK. Fait que n'importe quelle origine ethnique, n'importe quel genre, n'importe quel âge. Puis ce que je fais, ben c'est ça, je disais, c'est super vague. Fait que ça va dépendre, en fait. Ça, mettons, je prends un exemple avec une jeune adolescente de 14 ans, ben tu sais, ça va être autant de la prévention au niveau des ITSS, fait que de la santé sexuelle, au niveau de la consommation. Après ça, mais tu sais, je peux l'accompagner chez le médecin si ça veut commencer à prendre un contraceptif quelconque. Je vais être son écoute, parce que mettons que ça chie à la maison, puis à l'école, puis je vais être là pour l'accompagner. Quelqu'un qui a des problèmes, je vais dire des troubles de santé mentale, fait que ça va être autant de l'accompagner dans tout le cheminement jusqu'à un diagnostic, parce que c'est déjà arrivé. Tu sais, d'accompagner quelqu'un qui disait qu'il n'y avait pas de problème, finalement, il y avait un problème. « Hey, finalement, veux-tu me trouver un rendez-vous chez le psychiatre? Hey, finalement, veux-tu venir avec moi pour que je comprenne c'est quoi ce qui se passe? » C'est de l'accompagnement vraiment complet, là. C'est ça, c'est complet. Fait que, tu sais, je vais servir des fois de vulgarisatrice entre les professionnels puis la personne. Parce que c'est pas toujours évident, tu sais, si je vais prendre un exemple de cette personne-là, tu sais, où on va vraiment, tu sais, accompagner pas à pas jusqu'à un diagnostic de bipolarité, mais c'est, tu sais, quand tu te fais annoncer ça dans le bureau, la personne, à un moment donné, elle l'écoute plus. Tu sais, juste comme, ben, je suis devenue une étiquette. Fait que fuck tout. Fait que, tu sais, je vais mémoriser pour la personne pour après ça, tu sais, voir pas à pas avec elle, c'est comment tu te sens dans ton diagnostic, comment qu'on peut gérer ça ensemble, qu'est-ce qui t'aiderait en ce moment. Fait que c'est pour ça que je dis c'est de l'accompagnement, mais tu sais, vraiment complet. Ça peut être, je vais t'accompagner à la Chambre de la jeunesse ou au palais de justice parce que tu attends ta sentence. Je peux aller te visiter en prison parce que là, ben, ça s'est mal passé au palais de justice, fait que t'es rendu en dedans. Comme. Mais là, tu touches à tout. Ça t'a pris combien de temps environ avant d'être à l'aise? Parce que tu touches tellement à tout, tu es déjà arrivé à un moment donné, face un peu à des impasses de ça que je connais rien là-dedans. Oui, ça arrive, là, parce que on est généraliste, mais tu sais, on sait pas tout. Fait que c'est pour ça que mon équipe est là aussi. Fait que tu sais, moi, vraiment que j'ai des questions, j'ai des situations, mon équipe est là pour m'aider cliniquement. OK. Puis sinon, ben T'es pas laissé à toi-même, là. Non, vraiment pas. Puis sinon, ben tu sais, il y a les acteurs de mon quartier aussi qui sont là. Ma concertation est très importante pour justement m'aider à m'outiller ou à me donner les informations qui sont nécessaires à certaines situations. Parce que tu sais, si je prends par exemple la CDC de Pointe-Saint-Charles, je fais un petit clin d'œil, vous êtes merveilleux. Ben, il y a différents comités. Fait que, il va y avoir des comités jeunesse, des comités défense de droit ou des comités santé mentale. Fait que si moindrement j'ai une question, je vais dire au niveau. Ben là, on avait comme la PCU. Personne ne savait quoi faire avec la PCU. Ben, mon comité défense de droit, ben, CPAS et les autres organismes du quartier se sont spécialisés dans cette question-là. Fait que j'allais chercher l'information nécessaire à même ma concertation. OK. Puis, c'est quoi tes principaux lieux d'intervention? On s'entend, c'est surtout dans la rue, mais c'est-tu comme dans les métros, dans les parcs ou c'est partout? C'est partout? C'est partout. Fait que, tu sais, je vais être évidemment, tu sais, dans le métro. Mais tu sais, si je prends, par exemple, Pointe-Saint-Charles, il y a un seul et unique métro. OK. Fait que la population passe par là. Fait que je vais me tenir là.
c'est là qu'il y a le plus de personnes. Mais tu sais, ça va être dans les parcs, dans les organismes communautaires, dans les bars, parce que ben, les gens fréquentent les bars. Bon, à part cette année, c'était ouais, pas vraiment difficile. c'est pas vraiment le cas. Tu sais, les maisons de jeunes, fait que ça va être partout où les gens sont. Puis c'est quoi, ça ressemble à quoi une journée typique? Mais je veux dire, est-ce que tu pars puis tu te promènes ou tu vas vraiment à des endroits précis? Une journée typique. C'est super controversé de dire ça parce que il y a beaucoup de travailleurs de rue qui vont dire ben ça n'existe pas des journées typiques. Puis, indeed, ça n'existe pas. Mais d'une certaine manière, oui, parce qu'on va avoir une espèce de canevas un peu. Okay. Fait que, tu sais, on a comme objectif de... Voyons, je cherche mon mot. D'occuper des espaces. Fait que, tu sais, les espaces que je te nommais. Fait que, tu sais, ce que j'entends par occuper, ça va être d'assurer une présence pour être vu. Okay. Ou pour voir des gens. Fait que je vais avoir comme objectif d'occuper certains espaces dans ma journée, puis là-dedans, quelques rendez-vous avec des personnes. Soit des rendez-vous, tu sais, avec des groupes ou des rendez-vous individuels. Fait que ça va ressembler à ça une journée. Mais après ça, ben, comme on dit tout le temps, on sait à quelle heure on commence, on sait jamais à quelle heure on finit. ça va dépendre, tu sais. Est-ce que ma journée s'est bien passée? Est-ce que j'ai eu une situation de crise? Est-ce que j'ai croisé quelqu'un que ça faisait 6 mois que j'avais pas vu, que là, j'ai fait « Hey, là, c'est là, faut que je prenne l'opportunité. » Fait que je vais prendre l'heure qu'il faut pour rester avec. Ah, parce que quand tu rencontres quelqu'un, c'est pas pour 15 minutes, c'est pour le temps que la personne a besoin. Ça dépend. OK. Ça dépend, tu sais. Oui, évidemment, c'est toujours, tu sais, en circonstance de ce que la personne a de besoin. Mais tu sais, si je suis en route vers un rendez-vous... ben non, je vais pas me mettre en retard pour mon rendez-vous pour jaser avec toi. Je vais te dire, hey, je m'en vais là, on se recroise plus tard, on va prendre plus le temps, ou si tu veux, on va se booker quelque chose tout de suite. Mais si tu t'aimes justement un peu à avoir des rendez-vous, tu sais, souvent, mettons, les gens qui sont en itinérance, on s'entend, c'est pas du monde qui ont un agenda sur eux, tout ça. Non. Mais comment, mettons, tu vois quelqu'un puis tu te dis, ah, mettons, on va se revoir dans 3 jours, comment vous organisez 1 heure, un endroit? Oui. Avec certaines personnes, ça fonctionne, avec d'autres, non. Fait que ça fait partie des rudiments du métier. On finit par reconnaître avec qui ça fonctionne puis avec qui ça marche pas. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, pour des personnes en situation d'itinérance, on va essayer de se souvenir de leur spot. Okay. Fait que, tu sais, si on voit qu'ils sont pas nécessairement au lieu de rendez-vous, ben, tu sais, on peut se déplacer à leur spot. Des gens qui ont des appartements, ben, tu sais, on va aller cogner chez eux, tu sais, parce que l'occupation d'espace, c'est aussi les appartements des personnes puis les spots où ils sont. Fait que, tu sais, moi, je fais principalement, tu sais, l'intervention à même le milieu de vie des personnes que sur la rue. OK. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je dis, tu sais, si je pense à quelqu'un, ben, ça marchait super bien, là. Il était sans domicile fixe, pas de téléphone, rien. On pouvait se donner des rendez-vous des fois 1 semaine et demie, 2 semaines d'avance, puis il était là tout le temps. Ça voit l'importance que vous avez dans leur vie, là. Ben, tu sais, il y avait une notion du temps qui était bien accrue. Ouais. Puis c'était important son rendez-vous avec Isa. Okay. Il était là. Ah, mais c'est fun, tu vois l'impact justement que tu as des gens puis l'importance. Tu sais, j'imagine qu'il y a des fois des gens qui ne voient pas durant une couple de semaines, du monde qui disparaissent. Comment vous pouvez gérer ça? Vous, admettons, quelqu'un te parle autour, comment ça fait 2 semaines qu'on n'a pas vu la personne? C'est quoi vous pouvez faire? Est-ce que vous contactez la police? C'est quoi vos... Ben, pas nécessairement. Ça va vraiment dépendre, en fait, un peu du contexte, je te dirais. Puis, parce que des fois, ça arrive là, que les personnes se retrouvent en dedans. 6 jours en prison, c'est pour ça que personne ne la voit. Elle était mandat depuis 1 mois, oups, ça s'est fait pogner. Fait que, tu sais, comme... ça arrive. Ça, puis tu finis par l'apprendre... Des personnes même. OK. Tu sais, c'est pour ça que je dis... Ça dépend tout le temps de chaque situation. Vraiment. Tu sais, ça m'est déjà arrivé de m'inquiéter pour une contact en particulier parce que, ben, le même soir, 2 personnes étaient ensemble, puis une avait fait un overdose. Puis l'autre était partie avec le reste de la dope, puis on n'entendait plus parler d'elle depuis 1 semaine. OK. Fait que là, j'étais comme, c'est un overdose dans le fond d'une ruelle, là. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est ça, tu sais, finalement, tu sais, t'attends ou t'essaies de voir du mieux que tu peux, sans brûler non plus la confidentialité des personnes. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est toujours ça un peu l'enjeu. Je suis quand même pas pour aller demander à tout le monde sur la rue, « Hey, t'as-tu entendu parler de... » Parce que je la brûle. Tu sais, je brûle ma confidentialité. Non, c'est sûr. Puis la confiance aussi. Oui, puis la confiance. Fait que c'est pour ça qu'on attend, mais c'est ça, finalement, elle est en dedans. Fait que
Mais tu le vis, ça veut dire perdre des gens, justement. Ça m'est arrivé souvent. Comment tu te deals avec ça? Ah, c'est difficile. C'est vraiment difficile à chaque fois. Parce que, ben, les gens s'attachent à nous, mais nous aussi, on s'attache à eux. Tu sais, ça... le travail de rue, c'est vraiment l'intervention que j'ai trouvée le plus touchante parce qu'on se permet le droit des aimer. Oh, c'est vraiment bien dit, ça. Oui. On se permet le droit des aimer parce que souvent, on dit faut garder un certain... entre la vie professionnelle et le contact, si on veut, avec la personne. Mais j'avoue, là, vous êtes tellement à 100% dedans. Que... Oui, on est avec eux, là. On est avec eux, on est là. Fait que c'est pour ça qu'on se permet le droit de les aimer. Fait que de perdre quelqu'un, c'est vraiment difficile. Puis quand ça arrive, comment tu fais pour faire la différence entre ta vie personnelle et professionnelle? Comment tu réussis à faire cette coupure-là? Oh, ça aussi, c'est une drôle de question. Mais il n'y en a pas, tu sais. Il n'y en a pas des fois parce que je suis la même personne dans Pointe-Saint-Charles que je suis chez nous. Bon, tu sais, effectivement, là, j'ai pas les mêmes limites, là. Tu sais, ma patience, des fois, est un petit peu plus courte dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. Mais je reste, tu sais, Isabelle la douceur dans Pointe-Saint-Charles, quand même. Fait que la coupure, elle peut être difficile. Puis en même temps, tu sais, j'ai eu la chance, si je peux dire, tu sais, que mon conjoint faisait la même job que moi aussi. Ça doit effectivement beaucoup aider. Il comprend vraiment ce que tu vis. Il comprenait 100%. Là, tu sais, même si on se dit, OK, à soir, on a une date, puis finalement, je me pointe pas à date, il comprend pourquoi je suis pas là. Tu sais. Mais ça faisait en sorte que, ben, on ramenait certaines situations de rue, les deux. Puis après ça, là, on débattait ensemble. Puis là, hey, moi, j'aurais fait ça. Puis là, mais ça donne un confident aussi avec qui en parler aussi. Oui. J'avoue, c'est un point quand même assez important de tout ça. Là. C'est un point important. Mais c'est ça. Ça faisait qu'on amenait des fois trop souvent la job à la maison. Fait que c'est pour ça, le temps donné, c'est le fun de pouvoir parler de clinique avec mon chum chez nous, mais c'est parce que j'aimerais ça être autre chose que la travailleuse de rue, tu sais. Effectivement. Puis tu sais, on parle souvent, tu sais, la problématique des gens, mais on met souvent de côté les réussites que ces gens-là ont. Peux-tu nous parler un peu des réussites qui t'ont touché de faire comme crime à l'aider jusqu'à 100%? Là? Ben, c'est pas mes réussites. Non, mais les réussites que ces gens-là ont. Ouais. Tu sais, parce qu'on entend souvent parler des problématiques, qui ont tel problème, tout ça, mais il y en a des gens qui s'en sortent. C'est bien relatif. C'est pour ça que je dis qu'ils s'en sortent. Parce que selon qui, selon quoi... Selon eux. C'est ça. C'est pour ça que je dis que ça devient complexe. Parce que pour quelqu'un que son objectif, c'est d'arrêter de consommer puis qu'il réussit, ça va être sa réussite. Mais quelqu'un qui n'a pas envie d'arrêter de consommer, sa réussite, ça pourrait être de ne pas se réinfecter au VIH, puis au VHC, à l'hépatite C, puis ça serait ça, sa réussite. OK. Fait que c'est pour ça que pour moi, une réussite, c'est super relatif. Puis je m'attribue pas ces réussites-là. Non, mais je veux dire que tu t'es des attributs, mais tu sais, c'est juste, tu dois quand même le voir, là, du monde qui vont mieux, qui vont de l'avant, puis tu sais que tu fais partie un peu des avoir aidés là-dedans. Oui, mais tu sais, je reste humble dans tout ça, dans le sens où c'est pas moi, tu sais, qui a fait en sorte que ça marchait. C'est eux qui se sont mobilisés pour que ça marchait. OK. Fait que c'est pour ça que je dis, tu sais, les réussites, il faudrait leur demander à eux, en fait. OK. C'est quoi leur réussite? Puis, en tant qu'impact que tu as avec ces gens-là, c'est quoi les impacts qui te rendent le plus fier un peu de faire ce métier-là, d'être heureuse de voir, faire comme crime, ça donne de quoi, qu'est-ce que je fais? Ah, mon Dieu! Ben, les impacts, parce que c'est varié, ça aussi. C'est pour ça que je dis que le travail de rue, c'est un peu flou, là. Tu sais, on dirait que je réponds pas, mais c'est vraiment à la pièce. Tu sais, je vais m'adapter à chaque personne qui se trouve devant moi. Fait que les impacts que je peux avoir, mon Dieu. Ben, tu sais, effectivement, je peux donner un exemple d'une maison-chambre de mon quartier. Une maison-chambre? Oui, en fait, c'est comme un gros bloc appartement, si tu veux, mais c'est comme des 1,5. OK. C'est comme plein de petites chambres, puis les toilettes, c'est commun. OK. Fait qu'une maison de chambre que j'investissais depuis quand même plusieurs mois, même années. Puis c'était délabré. Il y avait des infestations là, de bestioles inconnues, tellement qu'il y en avait. Puis les gens vivaient là-dedans, il y avait de la moisissure, c'est fou, là. Puis, ben, à un moment donné, ben, j'ai fait, OK, ça n'a plus de sens, faut que les gens vivent là-dedans. Mais c'est pas vivable. Ben non, c'est ça, puis il y en avait qui développaient des problèmes de santé, là, à cause de la moisissure, puis des infestations. Oui, c'est sûr. Fait que ça avait plus de bon sens. Fait que,
OK, let's go, on va se mobiliser, rencontre le comité logement du quartier, fait en sorte que des personnes qui habitent dans le logement, écrivent des mises en demeure aux propriétaires pour faire bouger les choses. Ça bouge pas, bien parfait, on va appeler les inspections de la ville, puis on va mettre l'inspection de la ville là-dedans. Et depuis, ça l'a débloqué. L'inspection de la ville est rentrée, ils se sont mobilisés pour exiger des réparations aux propriétaires. L'extermination va rentrer sous peu. Fait que, il y a quand même eu des choses qui ont bougé. Je savais pas que vous alliez jusque-là. C'est vraiment le fun à savoir. Fait que, ça, c'est un impact concret que j'ai pu avoir sur les personnes qui habitent cet appartement-là. Ça peut aller à là, puis les autres, je pourrais dire, c'est des impacts qu'on voit pas nécessairement. Puis je m'en suis rendu compte dernièrement parce que moi, je suis allée en congé préventif il y a quelques temps. Fait que j'ai comme dit un peu au revoir aux gens pour le temps de la grossesse. C'est là que je me suis rendu compte de l'impact que j'ai eu des gens. En étant plus là. En étant plus là, puis en leur disant bye. C'est pour un temps indéterminé. C'est des larmes, des rires, de faire que... Puis eux-mêmes m'ont dit à quel point j'avais eu un impact sur eux. Tu sais, que une personne que je l'avais tellement aidée parce que là, elle n'est plus dans la rue, puis que, mon Dieu, que j'ai été sa confidente pendant les dernières années, que les jeunes avec qui j'avais des liens, que les amener à cheminer aussi, parce que l'adolescence, c'est vraiment pas... Non, c'est pas une partie de plaisir pour tout le monde. C'est pas une partie de plaisir pour tout le monde, surtout quand tu viens dans des milieux super défavorisés, où la pauvreté est de génération en génération, de voir qu'il y avait une possibilité de sortir de ce cycle-là. Fait que l'impact est à ce niveau-là. OK. Puis côté charge de travail, est-ce que tu trouves que vous avez trop de charge de travail? Est-ce que vous avez assez de ressources? C'est quoi tu aimerais voir comme changement? Je dirais que mon organisme fait du mieux qu'il peut pour nous donner toutes les ressources nécessaires parce qu'eux aussi sont pris des fois dans des contraintes budgétaires ou dans des contraintes de financement, fait qu'ils font du mieux qu'ils peuvent. La charge de travail, j'essaie de tout fitter dans 35 heures. Ouais, mais c'est... Puis, c'est pour ça va dépendre. Des fois, c'est par vague. Des fois, là, mon cellulaire n'arrête pas de sonner. Je reviens de vacances, j'ai 27 messages vocaux, 56 textos, 75 courriels. Puis je suis comme, oh my God, je serais pas capable de faire ça toute cette semaine. Comme ça n'arrivera pas. Fait que, c'est ça va être par vague. La charge de travail, elle peut être douce, comme elle peut être lourde, comme elle peut être intense. Puis les ressources, comme je dis, mon organisme essaie de faire du mieux qu'il peut, mais jusqu'à présent, j'ai pas été limitée. Okay. Avec un de mes collègues, on a mis sur pied un projet photo parce qu'une des jeunes voulait faire un projet photo. Fait qu'on a mobilisé plein de jeunes. Puis mon organisme a réussi à débloquer un budget pour acheter un appareil photo, l'imprimerie numérique. Après ça, moi et ce même collègue-là, on sentait qu'il y avait des jeunes qui avaient besoin d'une pause un peu de leur famille parce que c'était un peu trop rock'n'roll. On a eu une subvention pour payer un chalet. Fait qu'on est parti toute une fin de semaine avec les jeunes. Wow. Fait que c'est pour ça que les ressources peuvent être là, il faut juste les chercher. Mais jusqu'à présent, moi, j'ai pas eu de limite. OK, fait que toi, on entend souvent que les organismes ils ont souvent des contraintes budgétaires. Fait que toi, tu l'as pas trop vécu, disons, TAC. Oui et non. Dans le sens où c'est la réalité de tous les organismes, là, c'est de tenter que les subventions soient récurrentes. OK. Fait que sur le temps, on va avoir un financement pour quelques années, mais on ne sait pas si on va le revoir. Ah, c'est aux ans, c'est à l'année, ouais. Fait que c'est ça. Puis est-ce que là, notre financement va être indexé aux années ou non? Ça va-tu être gelé? Fait que c'est un peu tout le temps ça, la course au financement des organismes communautaires. OK. Puis dans tes 10 ans d'expérience, c'est quoi les améliorations que tu as vues ou ou même le jugement des gens extérieurs que tu as vu évoluer? Mon Dieu, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué parce que, comme je disais, j'ai travaillé aussi à Dopamine. Fait que, on a vu l'apparition des sites d'injection supervisés. C'est assez nouveau, ça, là. C'est assez nouveau, puis ça a été quand même une super belle amélioration, d'un point de vue sociétal, de comme, OK, on est rendu là, puis on voit bien que c'est ça la solution. Fait qu'allons-y. Fait qu'au cours des années, je dirais que les programmes de réduction des méfaits sont de plus en plus acceptés, si je peux dire ça comme ça.
je trouve que la visibilité du travail de rue, surtout dans la dernière année, a été accentuée, Oui. et tant mieux. Oui. Fait que c'est certaines améliorations, effectivement, que j'ai vu aller. OK. Mais tu dis justement les centres d'injection, la réduction à méfaits, j'imagine que le pourcentage d'overdose a descendu avec l'ouverture de ces centres-là. J'imagine, j'ai pas les chiffres. Ah, t'as pas les chiffres? J'ai pas les chiffres, malheureusement. Mais j'imagine, qu'effectivement, qu'il y a eu quand même, une belle répercussion. Mais j'ai pas les chiffres en tête, fait que j'aime mieux pas m'avancer. Parfait. Puis c'est quoi les améliorations que tu aimerais voir dans les prochaines années? Mon Dieu, que le système de santé et services sociaux au Québec fonctionne réellement. Ouais, c'est un petit peu un problème qu'on a au Québec. Ouais, c'est ça. Je sais que c'est un peu utopique, là, mais je souhaite ça. Parce qu'en fait, c'est ça qui crée toutes les Mais c'est le barrières. noyau. Fait que si t'améliores le noyau, toutes les branches autour vont aller mieux, là. Et voilà. Fait que c'est ça que je souhaite qu'il s'améliore, c'est que les CLSC redeviennent des CLSC. Oui. Puis que la liste d'attente, elle soit pas de 1 an pour avoir des services. Puis ça, je suis généreuse parce qu'un psychologue, c'est plus que ça. Fait que... C'est des services souvent essentiels en plus. Là. Ben oui. Ouais. Puis là, tu disais, dans la dernière année, vous avez été comme très important dans le milieu. C'est quoi l'impact du COVID, ça a eu, justement? C'est quoi les gros impacts que tu as vus sur le COVID? Parce qu'ils sont majeurs, là? Ah oui, ils sont super majeurs. Ça a été périlleux pour les travailleurs de rue, honnêtement. Parce que, il a fallu qu'on se fasse reconnaître comme service essentiel. Ça s'est pas fait au Attends, début. Vous étiez, au début du COVID, vous n'étiez pas reconnu comme service essentiel? No. Ça a pris un délai. Ah, c'est aberrant, ça. Ça a pris un délai. Mais là, parce qu'on n'est pas un service essentiel, on n'a pas l'équipement de protection. Ben non, mais... Les fameux EPI, là, on les avait pas. Fait que ça a pris un certain délai, ça aussi. Si je pense à, mettons, la boîte, justement, de Sherbrooke, si ma mémoire est bonne, il a fallu que ce soit d'autres régions qui leur apportent du EPI parce qu'il n'y en avait pas. Fait que ça a été compliqué pour ça. Puis en plus, il n'y avait plus personne dehors. Ben non. Essaie de rejoindre des gens quand tu sais plus son où. C'est ça, ouais. Mais ils étaient où, ces gens-là? Ils étaient partout. Ils étaient partout. C'était bien compliqué. Puis après ça, tout est fermé. Fait que nos espaces où on va sont fermés. Les organismes communautaires, les maisons de jeunes, l'école était fermée, les bars étaient fermés. Où on va? Quand t'as les mains liées, tu peux rien faire, là. Où on va? Là, après ça, nous, on avait... Tu sais, si la population avait peur, les travailleurs puis les travailleuses de rue avaient peur aussi, tu sais. Oui. On fait partie de la société. Fait on peut-tu rentrer dans les appartements? On reste-tu notre peau? On va-tu mourir? Je sais pas. Fait que c'est là que ça a été super difficile. Pas reconnu, fait qu'aucune protection si tu le pognes aussi, le COVID, là? Ben non. Non, c'était complexe. Puis les gens qui étaient précaires étaient de plus en plus précaires plus la COVID avançait. Tu sais, on parle pas beaucoup de l'économie de rue, mais c'est quelque chose... L'économie de rue. Oui, l'économie de rue. C'est un terme que je connais pas. Ah, ça s'appelle rapporter les canettes, puis quêter. De l'économie de rue, OK. Oui, fait que il y a des personnes qui vivent de cette économie de rue-là. Je sais, moi, chez nous, il y a quelqu'un qui venait chercher les canettes à tous les 2-3 jours, puis les bouteilles, puis quand le COVID est arrivé, j'ai jamais revu cette personne. Ben non, parce qu'on pouvait pas échanger les canettes puis les bouteilles à l'épicerie. Fait que là, on leur enlève ce revenu-là, puis on enlève le revenu de la quête, parce que c'est pas vrai que je vais te toucher, t'as la COVID. Puis il y avait moins de monde dans les rues en plus. Ben c'est ça. Fait que ça les a précarisés d'autant plus. Puis en plus, tous les organismes sont fermés. Les banques alimentaires, ça a pris un délai avant qu'ils se remettent sur pied. Fait que tout ça a impacté. Puis il y avait juste nous autres sur la rue. Ça a pris combien de temps avant que vous soyez reconnu comme service essentiel? Ça n'a pas pris tant de temps que ça. Mais tu sais... 1 mois et demi. Okay. Ouais, c'est ça, 1 mois et demi à peu près. Quand même long. Suffisant pour nous stresser. Ben oui. Puis stresser tout le monde, en fait, parce que même nos contacts, ils nous appelaient là, pour voir qu'est-ce qui se passait. C'est quoi la COVID? On le sait pas. Personne le sait. On le savait pas au début. Là. Oh, c'était assez nébuleux. Là. Oui. Fait que ça a été majeur. Puis là, plus la pandémie avançait, bien, plus la santé mentale devenait fragile pour les gens. Puis là, bien, ceux qui étaient déjà fragilisés, oublie ça, c'était des crises tout le temps. La crise suicidaire, j'en ai jamais autant géré que dans la dernière année. Jamais.
Comment tu gères ça, une crise suicidaire? Du mieux que tu peux. Non, parce qu'il n'y a pas la Bible là, de comment réagir, mais en plus de ça, dans une situation justement de pandémie de même, là, oui, tu sais, à un moment donné, c'est pas tant la blague, mais tu sais, juste par curiosité, tu sais, j'ai fait mes statistiques des 3 derniers mois, puis j'étais comme, ben tu sais, j'ai géré 18 crises suicidaires différentes, tu sais, en 3 mois, comme, OK, ça va bien. Ça va bien aller. Ouais, ouais, la fameuse phrase, ça va bien aller. Puis aussi, je veux savoir, tu sais, le cannabis a été légalisé. Oui. Toi, ça a eu un impact dans ta job? Pas trop. Pas tellement, tu sais. Non? Tu sais, la légalisation est arrivée quelques mois après mon arrivée, tu sais, au TRAC, en fait. Tu sais, ça... Il y avait déjà une certaine tolérance, tu sais, envers les corps policiers, puis les gens, tu sais, qui fumaient leurs joints, tu sais, sur la rue. Fait que ça n'a pas eu vraiment de gros impact. Je dirais l'impact la plus majeure que j'ai vu, c'est les changements dans les baux des personnes. Parce que là, les Quoi? C'est quoi t'as dit? J'ai pas compris les changements dans les... un bail. OK. Fait que dans les baux des personnes, parce que là, les propriétaires, comme, avaient un délai pour faire signer les ça, locataires. Une décharge, tu peux pas fumer de cannabis en dedans. Fumer, puis là, ça stressait les gens, parce qu'ils étaient comme, mais là, j'ai toujours fumé mon joint en dedans, puis là, pourquoi là, je peux plus? Puis là... Fait que, tu sais, ça l'a stressé, mais une fois que ça a passé, c'est un peu tombé dans les oubliettes. Fait que t'as pas trop été impacté par ça. Non, pas tellement. Okay. Mais là, tu sais, les jeunes, à un moment donné, étaient comme, yeah, on peut fumer du pot! Puis là, t'es comme, non, c'est pas dans ça marche. Puis je veux savoir, tu sais, en lisant sur le site du TRAC, j'ai vu que vous travaillez avec Médecins du Monde. Oui. J'aimerais ça que tu me parles de ça. Je trouve ça vraiment intéressant comme programme. C'est une super belle collaboration que j'ai avec Médecins du Monde. Dans les 2 dernières années, en fait, à Pointe-Saint-Charles, parce que, en fait, ça fait plus longtemps que ça que le TRAC est avec Médecins du Monde. 4 ou 5 ans. Mais dans Pointe-Saint-Charles, ça fait 2 ans qu'ils sont revenus. Puis l'accessibilité, en fait, c'est... Je vais recommencer du début. Hein? C'est quoi Médecins du Monde? C'est une unité mobile qui offre des soins de santé, en fait, aux populations marginalisées. Fait que ce que j'appelle un peu de la bobologie. Là. Fait que la bobologie, c'est beau! Du petit bobo, en fait, qui permet d'ouvrir, en fait, l'accès aux institutions de santé. Fait qu'on va partir d'une petite plaie sur tes pieds à peut-être un petit dépistage pour savoir s'il se passe quelque chose. Puis, coudonc, faut que tu te fasses traiter. Faut que tu ailles voir un médecin. Fait, c'est ça, c'est comme une porte d'entrée pour les gens qui n'ont pas de carte d'assurance maladie. Fait qu'évidemment, pour le quartier de Pointe-Saint-Charles, ça a été hyper bénéfique parce qu'il y a beaucoup de personnes, je dis beaucoup, mais c'est parce que c'est les gens avec qui je suis en lien, qui n'ont pas de carte d'assurance maladie ou qui sont en rupture complète avec les institutions de santé, fait qu'ils ont beaucoup apprécié. Fait que Médecins du Monde peut vraiment les aider avec ça parce que j'avoue que pas de carte d'assurance maladie, c'est un peu tough. Ben, tu peux pas aller nulle part te faire soigner sans ça. Ben, ils vont t'envoyer un bill. Ouais. Que le monde n'aura sûrement pas les moyens de payer. Ouais. Non, c'est ça. Ou, malheureusement, j'ai vu ça, des gens qui se sont fait refuser l'accès à certains CLSC parce qu'ils puent. Pardon? Tu pues trop. Fait que... C'est ça. Ouais, une institut gouvernementale. C'est ça. Fait que, à un moment donné, ça devient choquant, tu sais. Fait que d'avoir comme Médecins du Monde ou des organismes comme ça qui n'ont pas de restrictions, ben, c'est agréable. Les Médecins du Monde sont présents partout au Québec ou vraiment à certaines... Comment tu fais pour avoir justement Médecins du Monde qui travaillent un peu dans ton coin? C'est-tu eux qui vous approchent? C'est eux qui... Comment ça marche? C'est une excellente question. Je pourrais pas te dire. OK. Parce que pour moi, ça a toujours été de soi, cette collaboration-là. Fait que je pourrais pas te dire, mais ils sont dans beaucoup de quartiers à Montréal. OK. Mais en dehors de Montréal, probablement qu'ils doivent y être. Tu peux aller sur leur site Internet. Ouais, je vais aller checker ça, justement. Ouais, ça m'intéresse. Ben, c'est comme aussi la clinique médicale de proximité. Oui. J'aimerais ça que tu me parles de l'impact que ça a eu sur la population. Le projet de la clinique médicale de proximité au TRAC, ça a vraiment été un projet qui a été accueilli à bras ouverts. En fait, c'était pour faciliter l'accès à des médecins aux populations qu'on rejoignait. Fait qu'il y avait la présence d'un médecin une fois ou 2 semaines, à même, en fait, parce que le site fixe, mais le centre de réduction des méfaits est dans le CLSC de Verdun. Fait qu'il y avait un local dans le CLSC de Verdun qui était dédié à la clinique de proximité. Fait que c'est pour ça juste être dans le même bâtisse. Fait que c'était pas difficile pour les gens d'aller voir un médecin. Malheureusement, par contre, depuis le début de la COVID, c'est sur pause, ce projet-là. Ouais, parce que
les médecins avaient d'autres choses à faire. Ouais. Ouais, on dirait qu'il y avait plus important à traiter, si on veut. Oui, exactement. Puis, tu sais, moi, j'ai une couple de monde, puis j'en fais partie autour de moi, tu sais, ça a déjà intéressé de faire un travail de rue, puis un peu en lisant là-dessus, moi, j'ai fait comme, je suis pas la bonne personne pour ça. C'est quoi tu dirais aux gens qui sont intéressés par ce travail-là? Oui, mais ça, c'est le plus beau métier du monde, le travail de rue. Mais attache ta tuque. Si tu penses que c'est juste traîner ton petit sac à dos qui pèse 2 livres puis te chiller dans un parc, tu vas te rendre compte que c'est pas ça. Ça demande une organisation impeccable. Parce que le travail de rue, on a toute la liberté du monde. Mais cette liberté-là, elle vient avec un prix. Ouais, non, c'est ça. Fait que, ben oui, j'ai 35 heures à faire puis je le fais comme je veux, mais faut que je réussisse à rentrer tous mes objectifs puis le monde là-dedans. Fait que, sois organisé. Si tu veux faire ça, sois organisé. Puis donne-toi. Parce que c'est pas quelque chose que tu peux faire à moitié, du travail de rue. Ah non, faut que tu y ailles à 100%. Mais toi, ça t'a pris une certaine adaptation, j'imagine, de trouver ta manière de t'organiser pour que ça fonctionne pour toi. Oui, parce que je suis vraiment pas une as de l'organisation, okay. Là, je l'avoue, là. Vraiment, là, humblement, je ne suis vraiment pas une as de l'organisation. Parce qu'à un moment donné, je courais après mon temps, puis j'étais comme, ben voyons donc, je suis tout le temps fatiguée de même. Ben oui, mais ça, organise-toi, puis tu vas être moins fatigué, tu sais. Fait que ça demandait ça. Mais ça a pris autant de temps avant que j'aille en travail de rue parce que je me sentais pas assez ferrée pour le faire avant. Tu sais, à mes débuts à Dopamine, il y avait un poste, je voulais le prendre, mais tu sais, du haut de mes 25 ans, j'étais comme, oui, je peux faire du travail de rue. Mais après, je me suis rendu compte que, ben tu sais, puis je l'ai pas pris le poste parce que j'étais comme, j'ai pas assez d'outils dans mon sac pour faire ça. Parce que justement, c'est complexe. Oui, j'imagine que c'est pas le genre de job que tu peux faire à 20-21 ans. T'as tellement pas de bagage de vie que c'est un petit peu tough se mettre dans les souliers des gens aussi, un peu, comprendre qu'est-ce qu'ils vivent. Il y en a qui le font, puis qui le font très bien. Tu sais, j'enlève pas ça. Moi, personnellement, je me sentais pas prête parce que justement, c'est ça, c'est apprendre beaucoup de choses. C'est apprendre les codes de rue, là, c'est pas toujours évident. Tu sais, chaque quartier, chaque région a sa manière de fonctionner au niveau du travail de rue. Oui, il y a des guidelines en travail de rue, mais c'est ça. Puis faut que tu te connaisses en tabarnouche. C'est ça, j'allais dire. Faut que tu te connaisses pour faire comme, OK, j'ai pas encore assez l'expérience pour aller là. T'sais. C'est ça, faut que tu te connaisses. Faut que tu connaisses où tes limites. Faut que tu connaisses où ta marge de manœuvre, tes zones de plaisir, tes zones un petit peu plus difficiles. Fait que c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment que tu te connaisses beaucoup pour faire du travail de rue. Parce que c'est ça, comme je disais, tu te donnes. Tu te donnes, puis tu te donnes pas à moitié. Puis ça t'a pris... T'as-tu eu des craintes, toi, avant de commencer ce métier-là? Évidemment, comme tout le monde, je pense, tu sais, de faire « Hey, je sais pas dans quoi je m'embarque. » Puis tu sais, je mentirais pas qu'il y a des journées, je suis là « Tabar, comme c'est quoi ce job de merde, là? » C'est arrivé là qu'il y a des chiffres que j'étais comme hey, je peux plus faire ça, voyons donc, c'est n'importe quoi. Mais tu sais, une fois l'émotion passée, tu te dis ok, non, c'est la plus belle job du monde. Tu sais, si j'étais là dans ce moment de crise là, c'est parce que j'ai un super bon lien avec la personne. Tu sais, si j'ai été deep de même aujourd'hui, c'est parce que j'ai le lien avec la personne, puis je suis privilégiée d'être là. Ça, mais il y a des liens qui doivent être plus faciles à créer que d'autres. Ben oui, comme tout. C'est quoi les défis, pas qui te font peur, mais les défis que tu fais, ok, ça va être tough, ça, là. Les défis qui vont être tough, ben tu sais, comme je disais, c'est genre tout condensé. Je dirais que ça, c'était comme tout rentrer dans 35 heures. Tout rentrer dans 35 heures, que c'était un de mes défis. Mais tu sais, évidemment, tu sais qu'il y a des problématiques que je trouve ça plus complexe que d'autres ou des personnalités que je vais trouver plus complexes que d'autres. Mais c'est de se parler puis faire comme, ben non, je suis là pour la personne, tu sais. C'est ça, les personnalités que j'avais un petit peu plus de difficultés, ben tu sais, je vais parler à un collègue avant d'aller le rencontrer. Je vais parler avec mon équipe pour essayer comme que ça se passe le mieux possible puis que justement que je sois pas dans mes petits préjugés, parce qu'on en a toutes, ou mes peurs. Mais c'est normal aussi d'avoir des préjugés. Oui, ça fait partie de l'humain. Tu sais, de faire comme, tu sais, j'ai pas envie d'y parler aujourd'hui. Puis t'es comme, OK, parle-toi, fais autre chose, fais quelque chose que t'aimes, ça rue. Comme ça, tu vas être craqué, puis après ça, tu sais, tu pourras commencer ton intervention.
OK. Tu parlais de ton équipe. C'est quoi l'équipe du TRAC? Vous êtes combien? Qui fait quoi? C'est quoi les métiers que les gens font là-bas? On est des travailleurs de rue, des travailleurs de milieu. En fait, on est 2 travailleurs de rue dans Pointe-Saint-Charles. Il y a 2 travailleurs de rue à Villemort-Côte-Saint-Paul. Il y a 2 travailleurs de rue à Verdun. Il y a 2 travailleurs de rue à La Chine, Ville-Saint-Pierre. Il y a un travailleur de rue à Saint-Henri, puis une travailleuse de milieu à Saint-Henri. Est-ce que la différence entre une travailleuse de rue et une travailleuse de milieu? En fait, ça va... Tu peux finir... Oui. Ouais. Fait que là, attends, je suis à 10. Après ça, on a une travailleuse de milieu aussi à La Chine, Ville-Saint-Pierre, puis on a 3 personnes au site fixe à Verdun. OK. Fait que 14, je pense. Ouais, c'est 14. Plus mon coordo clinique, plus mon directeur général. OK. Fait que 16. Les travailleurs de milieu, en fait, c'est les travailleuses de milieu, c'est qu'ils ont un mandat spécifique. Comparativement aux travailleurs de rue, comme on dit, qui sont généralistes, les travailleuses de milieu, ils ont un mandat prévention ITSS. Fait que, tu sais, consommation, itinérance, c'est vraiment plus ça qu'ils vont s'occuper. Le volet réduction des méfaits exclusivement. OK. Puis les personnes au site fixe, c'est comme une extension. Non, les travailleurs de milieu, c'est une extension du site fixe, parce que le site fixe a le même mandat. Puis toi, tu travailles au site fixe aussi? Non. Tu travaillais au site fixe? À Dopamine, dans un autre organisme. OK, dans un autre organisme. Oui. OK. Aussi, je voulais savoir, quand tu es dans la rue, est-ce que tu as une vision des fois que tu vois plein de préjugés dans les gens, les civils? Oui, définitivement. Comment tu gères ça? Du mieux que je peux. Tu sais, ça, mettons, je prends exemple, à Pointe-Saint-Charles, il n'y a pas tant de population itinérante. Tu sais, c'est pas comme le centre-ville de Montréal, là. Fait que, tu sais, il y en a 5, c'est les 5 mêmes, puis tout le monde les connaît. OK. Mais tu sais, quand ils sont comme apparus, entre guillemets, dans le quartier, là, les gens étaient comme, là, il dort dans mon portique. Puis là, tu sais, là, c'est la grosse catastrophe. Ou comme, mon Dieu, il va être violent parce que c'est un itinérant. Puis là, t'es comme, non, tu sais, madame. Comme, je cherche juste quelque part pour dormir. C'est ça, tu sais, on va se parler. Fait que, tu sais, ça va être de la sensibilisation, en fait. Fait que, tu sais, avec la table de quartier, on a fait ça. On a fait des flyers, tu sais, aller sensibiliser la population à certaines réalités, tu sais. OK, vous faites ça vraiment, des dépliants pour sensibiliser. Ah, c'est nice, ça. Tu sais, c'est principalement la table de quartier, mais tu sais, en collaboration. La table de quartier. Oui, c'est ça, la CDC de Pointe-Saint-Charles. OK. Fait que je les aidais un peu, tu sais, voir, tu sais, c'est quoi ma vision de travail de rue sur telle réalité pour mettre dans Fait que vous faites même une approche envers la population aussi. Définitivement. Définitivement, ça, dans le TRAC, il y a action communautaire. Ouais. Fait que ça fait partie des choses qu'on peut faire, effectivement. Ou des mobilisations citoyennes, participer à des manifs. OK. Oui. Puis, quelle qualité qui est vraiment importante pour quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là? De la patience. La patience. De l'organisation aussi, j'imagine? Oui. De la patience, de l'organisation, puis de l'introspection. C'est faire preuve de beaucoup d'introspection, puis d'humilité. T'sais, la susceptibilité, là, elle n'a pas du tout sa place en intervention, puis encore plus en travail de rue. Mais définitivement, un gros travail d'introspection. OK. Puis toi, tu vas pas trop à l'approche des gens. C'est plus le monde qui vient vers toi, j'imagine. Un doux mélange. Je m'inviterai pas à une place que je peux inviter. OK. Mettons, je sais pas, moi, je vais dire, dans tel building... ça sent le travail de rue, tu sais. Ça sent que je pourrais investir ce spot-là. Mais tu sais, je vais pas juste rentrer dans le building en faisant « What's up, tout le monde? » Tu sais, moi, c'est Isa, la travailleuse de rue. Tu sais, je vais attendre d'être invitée à la place. Mais, mettons, à l'école secondaire, je peux aller approcher un groupe de jeunes puis juste leur demander, tu sais, comment ils vont, tu sais, qu'est-ce qu'ils font. Fait que ça va dépendre. Ça va dépendre de moi, comment je me sens, tu sais, parce que si je me sens pas à l'aise d'aller voir les jeunes faire what's up, ils vont le sentir que je suis pas à l'aise, puis ça va être weird pour tout le monde. Fait que c'est pour ça que je dis c'est un doux mélange. OK. Mais tu sais, j'ai pas un dossard écrit de travailleuse de rue. Puis admettons, du monde comme les civils comme moi, là, admettons que tu connais quelqu'un qui a un problème de consommation puis tout ça, puis qui a besoin d'aide. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, tu sais, qui n'a pas de connaissances là-dedans? C'est quoi les bonnes manières d'agir, puis qu'est-ce qu'on peut référer à la personne? Quelle bonne question. Tu sais,
parler à, mettons, ce serait ton ami, tu sais, qui a un problème de consommation, puis tu te dis, oh my God, tu sais, il aurait vraiment besoin d'aide. Parle-y des ressources, tu sais, du quartier. Parle-y, tu sais, du travailleur de rue ou de la travailleuse de rue. Ou toi, tu peux même aller, toi-même, tu peux l'appeler, t'informer, aller la rencontrer, tu sais, la travailleuse de rue, pour parler un peu de toi, comment tu te sens dans tout ça, etc. Parce que si ça bande avec le travailleur ou de la travailleuse de rue, ben, tu vas pouvoir dire à ton ami, hey, elle est vraiment sympathique, tu vas voir, ça va être le fun, tu sais. Tu vas voir, c'est doux comme approche, elle ne dira pas quoi faire. Moi, je trouve que tu as un problème, mais elle, ça se peut qu'elle dise que non. Fait que, tu sais, elle va vraiment y aller comme doucement avec toi. OK. Tu peux faire ça, puis ben, le travail de rue, c'est comme une porte ouverte vers les autres ressources. Fait que, tu sais, nous, notre rôle, c'est aussi de connecter avec toutes les ressources, Ouais. comme moi, de mon quartier. Il faut que je les connaisse toutes, parce que, tu sais, si je veux faire du référencement qui fait du sens, il faut que je les connaisse. Mais même chose avec les institutions. Fait que, tu sais, les centres de thérapie, tu sais, il faut que j'aie une idée de c'est quoi les différentes approches dans les centres de thérapie, c'est quoi l'équipe au CLSC qui pourrait t'aider dans telle problématique, etc. Fait que autant ils t'amènent du monde que tu leur amènes du monde. Oui. OK. Puis, on avait parlé un peu avant le podcast, mais quelqu'un qui ne veut pas d'aide. Oui. Tu peux rien faire avec ces gens-là? Tu peux rien faire dans le sens, tu peux pas vraiment les approcher, quelqu'un qui veut pas d'aide. C'est quoi tu pourrais faire? Ben, déjà, quand j'approche les gens, je leur dis pas « Hey, t'as-tu besoin d'aide? » Non, mais tu peux voir un refus. Ah oui, mais tu sais, c'est parce que ça peut être vaste. Puis qu'est-ce qu'on entend par la personne, elle veut de l'aide ou elle n'en veut pas ou elle refuse l'aide? Moi, je peux aller dans des milieux de consommation, puis la personne, elle veut juste du matériel. Puis c'est tout. Elle veut pas me parler, elle veut rien savoir d'autre à part avoir son matériel. Bien, parfait. Me donner ton matériel, puis c'est tout. Puis à un moment donné, tranquillement, mais sûrement, On crée des liens. on va créer du lien, tu sais. Fait que mon matériel, c'est aussi un outil pour créer un lien. Fait que moi, je peux donner du matériel à quelqu'un en lui disant pas un strict mot pendant 1 an, puis à un moment donné, ça va débloquer. OK. Ça peut être long, le travail de rue, là. OK. Puis, tu disais que tu travaillais un peu à dopamine, tout ça. Il y a beaucoup d'échanges de seringues là-bas. Est-ce que vous faites seulement d'échanges de seringues dans les sites fixes ou vous en faites aussi dans la rue? Ah, ben dans la rue, moi, mon sac à dos, il est plein de matériel. C'est ça. Fait que, tu sais, autant du matériel d'injection que du matériel d'inhalation, les trousses de naloxone, le testing, des condoms. J'ai beaucoup de matériel dans mon sac. Il est lourd quand il est lourd. Écoute, c'était vraiment intéressant. Je trouve ça vraiment le fun. T'as l'air vraiment dans le bon milieu pour toi de la manière que t'en parles. Là. C'était vraiment intéressant. Je te remercie beaucoup pour le podcast. C'était vraiment le fun. Plaisir. Tu sais, parler de mes passions, c'est bien intéressant. Ben, tout le monde qui vient ici, c'est pas mal ça. Il dit enfin, je peux parler de ma job à quelqu'un qui m'écoute. Ça sent rien. Merci à Chuck d'avoir été là. Puis merci au BOC pour le merveilleux local. Et merci. À la semaine prochaine.